On va reprendre, j'espère que vous avez bien noté. Vous êtes prêts pour cet après-midi de l'atelier, toujours sur le LLM. Donc, merci à Erwan Versmé, qui va nous parler d'apport de l'intelligence artificielle générative pour la recherche d'informations d'entreprise et l'aide à la maintenance logicielle d'un ERP, entreprise ressources planning, dans l'agroalimentaire. Voilà. Bienvenue. Merci. Alors, du coup, ça fait le titre de ma thèse, donc c'est un peu générique, donc je ne vais pas exactement vous parler de ça. Enfin, j'essaie de l'idée, c'est général. Donc voilà, je m'appelle Erwan et je travaille pour une entreprise. Donc je vais vous présenter. Ensuite, je vous ferai une petite présentation des agents, et un peu partie théorique. Et puis, il y aura aussi une grosse partie démo où je vous montrerai un agent que j'ai implémenté. Et ensuite, je vous parlerai de perspectives d'utilisation dans l'industrie. Alors, rapidement, du coup, je travaille pour une entreprise qui s'appelle Infology, qui édite et intègre un ERP dans l'agroalimentaire. ERP, pour ce qui ne pas, c'est un logiciel paramétrable qui va suivre tout le cycle de vie d'un produit, enfin d'une entreprise même. Donc nous, il s'appelle Copilot, et puis on est spécialisé du coup dans l'agroalimentaire, et on a à la fois développeur du logiciel, et puis on va à la fois l'intégrer chez les clients. Donc, je vais vous parler d'un cas d'utilisation des modèles de langage qu'on a eu dans notre entreprise, et plus généralement des agents. Donc, pour notre entreprise, on utilise un logiciel qui s'appelle Orga, qu'on utilise en interne pour suivre tous nos processus de développement. Et on parle notamment de fiches. Et donc, on a plusieurs types de fiches. Donc là, j'en ai mis quelques-unes. On a des fiches pour les demandes de développement, pour les demandes de paramétrage du logiciel, pour quand on a des bugs. Quand on fait des comptes rendus, on va créer ce qu'on appelle des fiches. Et donc là, je vous ai mis un petit capture d'écran de la base de données du nombre de fiches qu'on a par type. Donc là, on a pas. Oui. Ah, c'est peut-être moi, non? Non, je crois que peut-être. vérifier. Normalement, je l'ai coupé, mais non, microphone coupé. Oui, c'est bon, son micro est coupé. Donc Un retour de son. Un son derrière. Alors, tu peux se rendre comment et puis tu reviens en ligne. Oui, vas-y. voilà. Est-ce que c'est mieux pour les personnes en ligne? On verra. C'est bon, par là, ça mon micro aussi. Oui, il y a encore. Quelqu'un a son son d'allumé. Moi, je suis très bien. D'accord, je vais voir que c'est bien. On est écouté par nos ordi. C'est malheureux, ça. Je sais pas. Ah, c'est pas nous? Je me demande si c'est pas vidéo. Bah, tout à l'heure, c'était On va y aller tant pis. bon, allez, tant pis. C'est bon? Locuteur, je sais pas. Ouais. Donc voilà, donc, du coup, je vous ai mis un petit résumé du nombre de fiches qu'on a. Donc, on a globalement plus d'1 million. Là, c'est pas forcément un jour, je crois que c'est que sur la dernière année. Et donc, du coup, ça rend les choses assez compliquées quand on veut chercher une information dans notre logiciel, parce que c'est un peu noyé parmi cette énorme masse d'informations qu'on a. Et donc, du coup, on s'est posé la question de comment on pourrait tirer parti des langages de modèles pour résoudre différentes problématiques en entreprise, y compris celle-ci. Donc, en premier, j'ai mis du coup la recherche de fiches, plus précisément des points particuliers, des recherches de paramétrage. Donc, toute cette connaissance, en fait, elle est incorporée dans notre entreprise, mais elle est difficile à requêter parce qu'elle est noyée dans cette masse de données. Donc là, j'ai mis d'autres cas d'application qu'on pourrait avoir dans l'industrie, donc la relecture de code, des problématiques de traduction, parce que c'est un logiciel qui est vendu dans plusieurs pays, majoritairement en France, et puis la génération de compte rendu automatiquement on fait une réunion, et puis simplement, on n'a pas envie de taper le compte rendu après, ça fait un peu rébarbatif, donc du coup, on aimerait bien pouvoir s'enregistrer, qu'il y ait un résumé qui soit généré automatiquement avec des langages de modèles. Voilà, donc après cette brève introduction, je vais vous introduire rapidement ce que c'est un agent. Donc ce matin, on a vu que c'était un modèle de langage. Et du coup, moi, je travaille plus sur la notion d'agent. Donc je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais globalement, c'est découpé en 3 modules. Donc on a le module du cerveau.
qui, dans ce cas-là, va être implémenté par un modèle de langage. Donc, on a un cerveau qui est un modèle de langage, qui a également, donc les agents, ils ont également un module de perception qui leur permet de comprendre leur environnement. Donc, pour les modèles de langage, ça peut être du texte, mais on a aussi des modèles multimodaux qui vont travailler avec peut-être des images ou du son. Donc ça, c'est le module qu'on appelle de perception. Et donc du coup, je pose une question. Donc si moi, je prends un modèle de langage et que je lui demande comment je paramètre un flux d'achat dans Copilot, qui est le logiciel qu'on commercialise, le modèle de langage, il ne va pas réussir à répondre parce que c'est la problématique qu'on a vue tout à l'heure, c'est des données qui sont spécifiques à mon entreprise et le modèle n'a pas vu ces données pendant le pré-entraînement. Donc la solution à ça, c'est de l'équiper d'un module d'outils, d'un module d'action qui va lui permettre du coup d'aller interagir avec l'extérieur. C'est un peu comme ça que se définit ce module d'action. Et grâce à ce module d'action, donc on a vu un exemple qui sont les RAG, on va pouvoir englober la connaissance de mon entreprise dans une base de données vectorielle qu'on va pouvoir requêter comme on a vu ce matin. Et là, j'ai mon modèle de langage qui va réussir à répondre à ma requête. Voilà, ça, c'est un petit exemple qui est bien connu aujourd'hui. Et donc, du coup, on va plus largement que ce processus de RAG, pour un agent, on va placer l'interaction entre le modèle de langage et le module d'action dans une boucle. Il va itérer, il va décider d'appeler des actions autant que nécessaire pour permettre de répondre efficacement à des questions un peu plus compliquées, un peu plus spécifiques, un peu plus métiers. Donc là, j'ai montré un exemple de question qu'on pourrait poser qui est un peu plus compliqué qu'une simple demande de recherche d'informations, on lui demande d'effectuer une action, donc de clusteriser, je pense que je n'ai pas besoin de définir, donc c'est regroupé par points. Donc là, je lui donne un ensemble de points qui n'est pas labellisé, et je lui demande de me générer des clusters à partir de ce fichier, et je lui donne le chemin du fichier. Et bon, ça, ça reste quand même quelque chose d'assez compliqué à faire, et ces architectures d'aller-retour entre des modèles de langage, des outils, on va avoir du mal, donc on va avoir besoin d'architectures plus élaborées, qui vont spécialiser du coup des modèles de langage dans des rôles précis, avec des outils précis. Donc voilà, potentiellement, on a des modèles de langage qui ont accès à plusieurs outils, et qui simplement des modèles de langage qui vont itérer entre eux dans une logique de question-réponse, autocritique, etc. Et donc du coup, on peut même imaginer des étapes et des étapes supplémentaires pour arriver à faire fonctionner ce genre d'agent. Donc là, je vous mets quelques paradigmes de la littérature. Donc on a un peu la même idée que ce que je viens de présenter. Donc du coup, là, ça s'est tiré de LangGraph, qui est une extension de LangChain, qui est une librairie pour implémenter ce genre d'agent en Python. Donc là, on a la requête de l'utilisateur qui passe, c'est pas très clair, mais c'est un modèle de langage qui va formuler une réponse initiale. À partir de cette réponse, donc c'est pas une réponse, c'est plutôt un plan d'action. On va aller appeler un outil qui va nous générer une réponse. Et là, ça va passer dans ce qu'on appelle un revisor, donc comme un critiqueur, qui soit va décider de retourner la requête à l'utilisateur, soit va décider de repasser dans cette boucle d'outils parce que la réponse n'est pas satisfaisante. Il va donc fournir une critique de la réponse. Et donc, ce processus-là peut être répété N fois, potentiellement. Donc, il y a pas mal de paradigmes aujourd'hui qui apparaissent. Donc, on parlait du RAG ce matin, donc le RAG classique qui a été présenté. On peut imaginer qu'on va avoir une étape supplémentaire après avoir fait la recherche d'informations qui va aller les ranker, les ordonner, et qui va déterminer si certains documents ne sont pas pertinents par rapport à la requête de l'utilisateur. Et à partir de ce module qui détermine cette pertinence, on peut aller augmenter encore le contexte en faisant une requête web. On va aller chercher des documents qui seront peut-être plus pertinents que ceux qu'on a dans notre base de données, ou pas. Donc là, on a un peu un autre paradigme similaire à la réflexion que j'ai présenté juste avant. On a un planificateur qui met un plan d'action, qui va aller appeler un exécuteur, qui va appeler des outils. Et ensuite, on va les replanifier en fonction de l'avancement du plan à chaque étape. Pour voir si on a sauté une étape, et ben on y revient. Si on a fait 2 étapes d'un coup, et ben on n'a pas besoin de passer à l'étape suivante parce qu'elle a déjà été faite. Parce que dans tout ça, il y a quand même une forte part d'aléatoire qui est qu'on ne sait pas vraiment ce que le modèle de langage va faire. Il n'y a pas d'humain ici. Donc là, potentiellement, on dit bah, tu fais la tâche 1, mais il va peut-être faire la tâche 1, 2 et 3. Ou alors, il va peut-être faire une sous-tâche de la tâche 1. Et donc, du coup, le replanificateur, pour moi, ça va être de dire là, il te manque un bout, là, tu es allé trop vite. Donc,
Voilà. Et encore une fois, il n'y a pas d'humain. Donc, on ne sait même pas ce que le replanificateur est capable de générer comme plan derrière. Il va vraiment comprendre l'avancement du plan. Donc là, dans toutes ces architectures, je vous montre beaucoup de modèles de langage. Donc là, je vous ai montré le responder, là, le revisor, là, le planificateur, là, l'exécuteur, là, le replanificateur. Donc, comment est-ce qu'on va dire à tel modèle de langage, bah, tu es un planificateur ou tu es un revisor? Donc, il y a plusieurs méthodes qui ont déjà été en partie présentées ce matin, donc je ne vais pas trop y revenir. Donc, je vous en montre juste une. On peut simplement le faire avec de l'apprentissage en contexte. Donc, on va lui fournir un plan. Et par exemple, ça, c'est le plan du planificateur de plan and execute. Ça veut dire, bah, pour l'objectif, qui est la requête de l'utilisateur, tu dois me fournir un plan qui vient étape par étape, qui implique des tâches qui sont atomiques, qui sont résolvables, qui ne sont pas trop simples ni trop compliquées. Potentiellement, on peut être aussi précis qu'on veut dans le prompt. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'un outil? Donc, on en a parlé aussi un peu rapidement ce matin. Bon, alors là, j'ai pris une définition qui vient de LangChain, dont j'ai parlé tout à l'heure. Les outils sont des interfaces qu'un agent ou un modèle de langage peut utiliser pour interagir avec le monde. C'est un peu global. Donc là, j'en ai trouvé une autre de Medium qui est un peu plus intéressante, qui décrit un outil comme une extension du LLM. Et surtout, ce qui nous précise, c'est comment le modèle de langage et la connaissance de cet outil. Ben, tout simplement, on va utiliser l'apprentissage en contexte, présenté par Adrien et Antoine ce matin, où on va fournir un modèle, un texte qui décrit les outils. Et ensuite, on va utiliser, entre guillemets, la capacité du modèle de langage à prendre une décision, d'utiliser cet outil ou pas. Donc, on va laisser l'autonomie pour voir si, il décide de l'utiliser ou pas. Et donc, il parle aussi de processus itératif, qui est ce dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on fait passer l'agent dans une boucle. Donc maintenant, comment le modèle de langage décide d'appeler un outil? Parce que, encore une fois, le but, c'est qu'on puisse automatiser un maximum et qu'on n'ait pas besoin de mettre d'humain là-dedans. Donc, il y a plusieurs manières de faire. Donc, là, je vous ai mis une approche qui s'appelle donc Toolformer. Donc, eux, ils ont fait du fine-tuning sur un modèle de langage. Et donc là, je vous ai mis un exemple de leur jeu de fine-tuning. Donc, ils avaient un jeu d'entrée. Et en réponse, ils montraient, donc, pour la question Joe Biden was born in Scranton, Pennsylvania. Ils attendaient en réponse Joe Biden was born in. Et là, quand ils ont ce token-là, qui est en ouverture de crochet QA, et en fait, ils arrêtent le décodage du modèle de langage. Enfin, plus précisément, ils arrêtent à la fin de ce token-là, quand le crochet de fermeture est trouvé. Et ensuite, ils vont aller appeler l'outil qui est défini ici. Donc là, QA, c'est probablement un outil qui va faire une recherche Google. Et ils vont mettre en requête Where was Joe Biden born? Ils vont les récupérer le résultat de cette requête. Et ils vont se fournir ensuite dans le contexte du modèle de langage en lui disant voici la requête de l'utilisateur, voici le contexte, c'est le résultat de cette requête. Et du coup, ça va permettre au modèle de langage de répondre la bonne réponse. Bon, potentiellement, pour Joe Biden, il savait déjà. Pour d'autres questions, ça n'aurait pas été le cas. Donc, il y a maintenant, donc, comment le modèle de langage a la connaissance de ces outils. Donc là, je vous ai mis un autre agent qui s'appelle Repair Agent, donc, pour lequel les auteurs ils ont fait passer un modèle de langage dans des états là, qui sont représentés par des bulles. Et juste après, j'ai mis le prompt ici qui correspond à cet outil-là. Donc là, ce que vous voyez au-dessus, c'est des outils que le modèle de langage peut accéder lorsqu'il est dans cette étape-là. Et donc, tout simplement, par exemple, pour l'outil writeFix qu'on voyait juste avant, on va avoir une description de l'outil et puis les arguments qu'il doit générer pour pouvoir utiliser cet outil. Et ensuite, le modèle de langage, il prend connaissance de ce corpus, de ce prompt, et puis il va générer une sortie qu'on dit structurée, en Given par exemple, qui va être parsée par un simple parseur Given. Et ensuite, il y a une correspondance qui est faite entre le nom de l'outil et le décodage Given. Il va simplement aller faire un appel de fonction vers l'outil correspondant. Alors du coup, ça pose pas mal de problèmes théoriques, qui est que l'outil, bah, s'il est mal décodé, bah, il ne correspond à rien. Si il ne donne pas les bons arguments, ça ne va pas marcher. Enfin bon, on va y revenir après. Donc voilà, j'ai mis 2-3 définitions d'agents, pareil chez LangChain ou NVIDIA, pour résumer un peu ce qu'on vient de dire. Donc en gros, ce qui caractérise plus ou moins un agent par rapport à un modèle de langage, c'est qu'on va utiliser la capacité de planification et on va être capable d'exécuter le plan. Donc voilà, il y a aussi cette notion qu'on peut décider du flux de contrôle d'une application. Donc c'est le modèle de langage qui décide dans lequel, encore une fois, si je reviens là-dessus,
sur celui-là parce qu'on va mieux aller. Là, c'est le modèle de langage qui va décider soit de retourner dans cette boucle, soit de répondre à l'utilisateur. Donc il y a bien une notion de prise de décision à ce moment-là, au moins. Et ensuite, après, ça dépend des architectures où est-ce qu'elle va être. Par exemple, pour ici, cette architecture-là, ça va être le replanificateur qui décide de répondre à l'utilisateur ou de repasser dans cette boucle. Voilà, donc c'est ça. Donc il décide des outils à appeler, et puis voilà. Donc il y a pas mal de littérature qui sortent en ce moment sur qui vont un petit peu à contre-courant de ce que je vous ai raconté actuellement là, et qui disent tout simplement que en fait les modèles de langage ils n'ont pas forcément des capacités de planification inhérentes, ils sont plus bons en fait à utiliser la connaissance paramétrique qu'ils ont vue durant leur pré-entraînement pour répondre à un utilisateur ou ce qu'ils ont appris pendant le fine-tuning, mais que ces capacités qu'on utilise par extraction, qui sont des capacités de planification et de prise de décision, elles sont pas très robustes, on va dire. Et donc, du coup, ils vont essayer de réduire au maximum les prises de décision des modèles de langage en les plaçant dans des espèces d'automates à état fini, où le modèle de langage ne doit pas prendre de décision, c'est-à-dire qu'il ne doit pas décider du prochain état dans lequel il va aller, il va plutôt décider des outils à appeler, par exemple. Ça, ils vont garder cette autonomie-là, mais ils vont essayer de la réduire à un maximum. Ça ne marche plus. Ah non, il faut que j'appuie. Alors, du coup, là, je vais vous faire une petite démo d'un agent qui s'appelle React pour Reasoning and Acting. Donc là, je vous ai fait le petit graphe de cet agent-là. Bon, tout simplement, ce que je vais faire, c'est qu'avant de vous le présenter, je vais le lancer. Comme ça, si vous allez voir en direct. Donc là, si je vais mettre React. Ok, alors je vais le lancer, il va prendre quelques temps à s'exécuter, je vous présenterai après, comme ça on ne perd pas de temps. Donc du coup, cet agent, ce qu'il fait, c'est qu'il a un problème qui est donné en entrée, et à partir de là, il va rentrer dans ce nœud bleu. Donc ce nœud bleu, il va appeler un modèle de langage derrière, que j'ai appelé le sélecteur d'outils, qui, en fonction de l'entrée, va décider de faire un appel à un outil. Donc c'est un agent très simple, hein, c'est pour la démo. Qui va passer dans ce nœud, qui va exécuter l'outil, qui va renvoyer la sortie ici, et puis ce nœud, il va décider de continuer à appeler un outil ou bien de passer dans le nœud fin. Donc là, en l'occurrence, le problème que je vais donner, c'est un problème de clustering, comme j'avais tout à l'heure. Donc je vais donner un nom de fichier, je vais vous montrer tout ça en détail, et je vais lui demander de générer des clusters associés. Et alors du coup, on va voir ce qu'il est en train de faire. Je ne sais pas si tu me suis. Donc là, il s'est lancé. Donc je vais vous montrer les données qu'il a en entrée. Hop. Donc c'est des données comme ça, donc là elles sont déjà clusterisées, donc les couleurs que vous voyez c'est les clusters associés, mais lui il n'a pas connaissance de ces clusters, il a juste les données en 2 dimensions, donc là je vais donner 2 jeux de données en l'occurrence, et voilà, donc là il a terminé, on va aller voir ce que ça donne. Donc là j'utilise un outil qui me permet donc qui est juste une nuit pour voir les appels qui ont été faits, donc là je vais donner 2 jeux de données, celui-là par exemple, et là je vais venir ici.
Ok, donc là, ce message, c'est le message que je lui donne en entrée. Donc, je lui dis son projet, c'est de faire du clustering sur le données qui est donné. Je lui dis qu'il n'a pas le droit d'utiliser des images. Et ensuite, je lui donne le champ. C'est vrai qu'on a super mal juste là. C'est bon. Donc voilà, donc ensuite je lui donne un petit objectif pour lui rappeler qu'il doit clusteriser les données avec l'algorithme approprié. Donc voilà, globalement c'est un peu bateau. Et alors du coup, donc ensuite j'ai un prompt spécifique qui est pour mon exécuteur d'outils. Donc c'est ma bulle bleue ici. Donc chaque bulle qui est bleue, donc là il n'y en a qu'une seule, a un petit prompt spécifique qui lui rappelle sa tâche. Et là je dis, je lui rappelle en gros, voilà c'est le message d'avant, parce que j'ai pas de message intermédiaire, mais sinon c'est pour rappeler le message de la tâche actuelle. Parce que potentiellement le contexte il peut. Oui. Ouais, j'ai une question à propos du prompt. Ouais. Je vois que tu as mis une partie en majuscule. Alors moi, en tant que lecteur humain, forcément, ça m'interpelle, mais ça a un effet pour le LLM, là, la question en majuscule plutôt qu'en minuscule. En fait, j'ai un peu vu ça autour de moi. Et en fait, l'idée, c'est de se dire que quand tu mets des trucs en majuscule, il a potentiellement vu ça dans son pré-entraînement, parce que c'est ce que les humains utilisent finalement. Et le fait de mettre un truc en majuscule, ça fait que potentiellement, il va porter plus d'attention à ça. Après, je sais pas s'il y a des études, j'ai vu ça dans des programmes. Je sais pas si c'est. C'est comme le markdown finalement. Des fois, je mets 2 étoiles pour mettre en gras, parce que du coup, il génère enfin, il connaît ce genre de. Ah, ok, prendre de le formatage. Voilà. D'accord. Bon, alors, je ne vais pas passer sur ce qu'il a fait précisément, mais on va aller voir les résultats. Est-ce qu'il a été capable de générer quelque chose? Hop. Donc là, c'est un fichier. Oui? Non. Je donne tout ce que je vous ai montré, c'est tout. Ouais, la tâche et le fichier. C'est tout. Bon. Je ne l'avais pas préparé avant. Enfin, j'avais. Si. Je vais dire, je n'avais pas, j'ai pas triché, quoi. Je vais vraiment le tourner. D'ailleurs, vous voyez que là, je vais en faire tourner un autre. Alors, il y en a un qui a réussi à me générer des clusters de bananes. Bon, en l'occurrence, il n'a pas réussi à bien séparer les données. Et on peut aller voir le code qu'il a généré pour ça après ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait du Camins. Bon, voilà. Et l'autre, il n'a pas réussi. Donc, ça, voilà, donc il n'a pas un taux de réussite à 100%. Donc, voilà, après, c'était un agent un peu bateau. Donc ensuite, je vais vous montrer un deuxième vite fait qui est plus complexe. Donc je vais le lancer pareil avant de. Ah ouais. Ouais. De détails là, sur le modèle que tu utilises, parce que du coup, il y a Pardon, dans effectivement. le contexte, tu ne m'expliques pas comment tu vas vérifier les résultats de tâches. Dans ce que tu nous as montré. Non, je lui dis. Alors, je vais juste le lancer parce qu'il prend. Tu généré du code Python et toi, tu as exécuté ce code Python. C'est ça. Oui, effectivement, j'ai oublié de bien détailler ça sans doute. Je vais juste le lancer, je reviens là-dessus, tu as raison. Voilà, je le lance comme ça. Pareil, vous allez voir que j'ai. Ah, j'ai pas enregistré ce fichier, c'est super. Donc effectivement, là j'ai oublié de préciser, c'est comme le dire. Donc là, le sélecteur d'outils, il a à sa disposition un outil qui est un interpréteur Python. Et donc tout simplement, je vais vous montrer effectivement aussi qu'est-ce que je dis comment je mets à sa disposition cet interpréteur. Donc là, je vais venir ici. Donc là, c'est le prompt de mon sélecteur d'outils que je vous ai montré tout à l'heure. Et il a aussi à sa disposition un outil qui est ici. On voit qu'il a été appelé. Et je ne sais pas si je peux le finir. Ah non. Est-ce que c'est bien lancé? Parfait, c'est lancé. Donc ici, je dis simplement que cet outil exécute le code Python qui est fourni. Si l'exécution est en succès, ça va retourner la sortie standard. Sinon, ça va. Je répète encore une fois que toutes les images vont être ignorées. Je dis que sinon, ça va retourner une erreur, le code de l'erreur et des informations sur l'erreur pour qu'il puisse la corriger. Donc le but, c'est que quand il entre ici, il a le prompt que je vous ai montré, il a aussi la description de l'outil,
il peut décider à tout instant de l'appeler ou pas. Et que là, si j'ai une erreur, il repasse par ici et il va essayer de corriger l'erreur. Tant que le code est en erreur, il va repasser dans cette boucle. Et potentiellement, il va réussir du coup à passer dans le fin et à générer les. C'est plus clair ou... Oui, c'est un modèle. Le modèle, c'est du Llama. C'est du Llama 3, 70 milliards de paramètres. Tu lui donnes pas une contrainte de format pour ses sorties. Donc, ça, c'est Langchain qui gère, ça, c'est l'avantage. Ouais. Et tu sais pas avoir accès au contenu généré par le modèle. Si. Dans le web. Si, c'est du JSON en fait. Donc là, si je prends ici la sortie de ce nœud, qui est toujours le nœud de l'analyseur d'outils, ici, en fait, il a appelé le code, l'outil qui s'appelle execute Python code, et il a fourni l'argument du code, qui est le code que je vous montrais tout à l'heure. En l'occurrence, il est passé plusieurs fois dans cet outil. Vous voyez que là, chaque logo vert ici, c'est quand il a fait un appel à un outil, et chaque logo orange, c'est l'appel à un sélecteur d'outils. Donc on peut voir que je suis passé 1, 2, je vais descendre, 3, 4 fois dans ces sélecteurs d'outils. Et à la fin, je fais une étape de résumé, c'est le nœud fin, où je résume les étapes qui ont été faites. Et l'interface que tu as là, le Langchain sur l'interface utilisateur, c'est parce que tu as utilisé Langchain? Alors, c'est pas mal intégré avec Langchain, ça s'appelle Langsmith d'ailleurs, mais ça marche aussi avec potentiellement avec d'autres frameworks. J'ai testé, ça marchait pas giga bien, mais je suis pas allé en profondeur parce que moi j'utilise Langchain. Donc, voilà. Et comment il a su qu'il devait coder en Python et pas en Julia ou en COBOL, en R? on va regarder le prompt. Là, je lui dis exécute le code Python fourni. Ok, donc il a déjà l'info de. Voilà. Et en plus, ce que je fais, c'est qu'à chaque itération, donc du coup, ça, je vous présente rapidement, je mets à jour la description d'outil. Et dans la description d'outil, là, on peut voir que j'ai rajouté tout le code qu'il a écrit avant. Et je lui dis, répète pas ce code que tu as déjà généré, mais génère du code que tu as écrit après. Parce que sinon, il va générer son programme Python en entier, il va le régénérer en entier pour rajouter quelque chose s'il veut, alors qu'en fait, il peut juste générer la suite. Voilà, ça optimise un petit peu la génération. Ça marche plus ou moins bien après. Est-ce qu'il a fini? Une remarque justement à propos de ça, si on veut vraiment une mission, pour dire que tu lui dis que c'est Python, mais tu ne dis pas si c'est Python 2 ou 3. Ouais. Implicitement, il a pris la version la plus récente, mais les deux syntaxes ne sont pas compatibles. Si c'était du Python 2, en vrai, ça ne marcherait pas. Potentiellement, oui. Lui, s'il écrit du Python 2 ou Python 3, en fait, il ne connaît pas les versions. En vrai, ça rejoint un petit peu le truc des biais, c'est que quand tu lui dis Python, par défaut, il prend la version qu'il a pu utiliser dans son pré-entraînement, et c'est Python 3. Voilà. Bon, bah, moi, si tu sors pas trop du cadre, ça va. Si tu demandes faire des trucs spécifiques, Python, c'est un langage, ils ont tous vu ça dans leur pré-entraînement, donc ils s'en sortent plutôt bien. Bon, j'ai pas eu le temps de présenter. Donc là, juste, j'ai fait un autre agent qui est un peu plus complexe, toujours avec cette même tâche du clustering. Donc là, on peut voir que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 bulles bleues. Donc chaque bulle bleue, je rappelle, c'est un appel à un modèle de langage. Et en plus, là, j'ai un petit outil. Donc en fait, ce que j'ai caché, c'est que dans ce code-là, dans ce graphe-là, pardon, chaque bulle avec un petit outil représente en fait un sous-graphe comme ça. Donc chaque fois que j'ai une bulle avec un petit outil, je rentre dans un sous-graphe. Donc du coup, je vais lire le problème pour émettre des objectifs initiaux. Si on peut grossir. Ensuite, je vais aller pré-traiter les données. Donc tout ça, j'ai des prompts qui sont spécialisés. Ensuite, je vais aller sélectionner des algorithmes de clustering. Chaque algorithme, je vais les exécuter et puis je vais sortir des mesures d'intrinsèque de la qualité de mon clustering. Il reste 3 Ouais, minutes. c'est pour ça que j'ai 5 minutes. Donc, je vais juste montrer le résultat. Hop. Stats. Donc là, il m'a sorti 3 clusters différents. Donc là, j'ai plus de code. Là, bon, celui-là, il n'est pas terrible. Celui-là, non plus. Bon, globalement, ce n'est pas un processus qui marche à 100%, mais ça peut être un bon assistant, quoi. Oui, voilà. Ouais. Non, alors là, tu vois qu'il a testé du DBScan et du agglomerative clustering, mais en fait, ça aurait dû marcher, mais ce qu'il n'a pas réussi à faire, c'est à bien set son hyperparamètre. Ça marche de temps en temps, j'ai encore des trucs à régler sur le. Voilà, et il en a fait un deuxième, peut-être qu'il a mieux réussi. Là, il n'a pas bien réussi à faire son DBScan. Et là, il a fait du Camis. Bon, voilà. Bon, c'était globalement pour montrer un peu l'idée. Mais voilà, je m'arrête là parce que du coup, j'ai plus le temps.